Bonsoir et bienvenue à tous. Alors vous le savez, cette édition 16-17 de notre université populaire marque le 10e anniversaire de l'UP du Havre et pour nous c'est l'occasion de nous intéresser d'un peu plus près aux universités populaires dans leur ensemble. Le mois dernier, nous avons accueilli Gérard Poulouin qui nous a fait raconter l'histoire et l'évolution des mouvements d'éducation populaire depuis la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, en France et ailleurs, puisque la France n'a pas le monopole de ces mouvements d'université populaire. Il nous a décrit un paysage extrêmement cosmopolite, extrêmement varié, puisque c'est un paysage qui compte des universités populaires très anciennes, celles grosso modo qui sont plutôt dans l'est de la France, et qui sont les héritières d'une tradition scandinave et allemande de hautes écoles populaires et puis de formation pure adulte. Il y a aussi les universités populaires beaucoup plus récentes qui sont nées dans la mouvance de celles que Michel Onfray a créées à Caen en 2002. Il y a des universités populaires qui ont été créées par des mouvements d'extrême gauche, certaines qui ont été créées par des étudiants, d'autres qui ont été créées par des politiques, d'autres par des parents, d'autres par des musées comme celle du Quai Branly, et d'autres encore par une université locale et un théâtre comme celle de l'UP du Havre. Donc des porteurs de projets très divers, et de toutes ces expériences, il y en a une qui nous a particulièrement interrogés et pour laquelle nous avons eu envie de faire un arrêt sur image, c'est l'Université populaire Carmonde. Alors, cette Université populaire Carmonde, elle a été créée en 72 par le fondateur d'ATD Carmonde, Joseph Wresinski, qui a donc créé ce mouvement de lutte contre la grande pauvreté. Et pourquoi nous avons choisi cette UP Carmonde? Parce que c'est une université populaire qui nous interroge sur les notions de savoir, de transmission et d'émancipation qui sont un peu le triptyque de base des universités populaires. Les universités populaires, elles se créent avec l'idée que le savoir conduit à l'émancipation. Mais quel savoir, transmis par qui et pour qui? L'Université populaire Carmonde, elle accueille des gens qui sont en situation de grande pauvreté et ce sont d'abord eux, les porteurs et les producteurs d'un savoir. Et c'est ce que va nous expliquer Geneviève Defraigne-Tardieu, que je suis très heureuse d'accueillir ce soir. Elle revient de New York, donc elle est en plein décalage horaire. Donc merci à elle d'avoir quand même accepté notre invitation. Geneviève Defraigne-Tardieu a été enseignante pendant plusieurs années en histoire-géographie. Et ensuite, elle a rejoint ATD Carmonde. Elle y est militante, volontaire permanente depuis 30 ans. Elle est aujourd'hui responsable des relations internationales et du plaidoyer au sein du mouvement, mais auparavant, elle a occupé différents postes et notamment, elle a animé pendant 5 ans l'Université populaire Carmonde d'Île-de-France. Et ce sont des années qui ont compté et qui lui ont donné envie, après, de développer ce qu'elle a appelé une recherche-action. Elle va nous en parler. Et elle a beaucoup travaillé sur l'expérience de l'UP Carmonde. Elle en a fait une thèse de doctorat qui a reçu un prix et elle en a fait également un ouvrage, l'Université populaire Carmonde, la construction du savoir émancipatoire. Voilà, donc vous allez nous expliquer ce que vous y faites, comment ça marche et comment on produit un savoir autrement que dans nos schémas à nous qui sont plutôt verticaux. Et puis, bien sûr, après, nous aurons un temps d'échange avec vous. Bonsoir. Je suis effectivement très heureuse d'être avec vous ce soir. C'est toujours un grand plaisir de pouvoir partager ce qu'est l'Université populaire Carmonde. Voilà, si au cours de la dernière séance, vous avez entendu Gérard Poulouin, eh bien, nous n'étions pas loin les uns des autres, puisque j'ai effectivement contribué aussi au livre collectif dont il a dû vous parler, puisque j'étais présente au colloque de Cerisy-la-Salle sur les universités populaires hier et aujourd'hui. Donc voilà, nos universités populaires sont cousines. Et c'est très important de soutenir ce mouvement qui est très précieux pour la démocratie. Inutile de le dire, je pense que vous en êtes conscients, mais plus encore aujourd'hui qu'avant, il est extrêmement important de renforcer toutes ces démarches de partage, de croisement, de compréhension les uns des autres et surtout
entre des personnes de milieux sociaux, d'expériences, de réflexions qui sont très, très éloignés les uns des autres. Et c'est un enjeu de l'Université populaire Carmonde d'arriver à créer des liens, des compréhensions profondes entre des gens qui seraient extrêmement éloignés. Donc nous sommes dans un sujet brûlant et c'est d'autant plus important de comprendre de quoi il s'agit et qu'est-ce qui est en jeu. Alors, pourquoi l'Université populaire Carmonde et pourquoi un apport des personnes les plus pauvres? Pourquoi cela intéresse tout le monde? Eh bien, tout simplement parce que la pauvreté révèle une faille dans la démocratie. Hein. La pauvreté révèle les faiblesses de la démocratie. Lorsque l'un ou l'autre n'a pas accès à ses droits, n'a pas accès à la santé ou à l'école de façon appropriée, eh bien entendu, c'est la preuve que nos sociétés ne sont pas assez solidaires, ne sont pas assez solides, et c'est aussi le chemin pour arriver à renforcer cette démocratie. Donc, comprendre les personnes qui vivent dans la pauvreté et arriver à penser avec elles, là, il y a un enjeu absolument fondamental pour tous. Alors, je vais donc vous partager mon expérience qui est à la fois celle d'une personne de terrain, puisque de par mon appartenance à Télé-Carmonde, j'ai vécu beaucoup dans des quartiers pauvres, partagé le plus possible la vie des personnes défavorisées. Et j'ai animé l'Université populaire Carmonde Île-de-France pendant 5 ans, comme on vient de vous le dire. Et en même temps, donc au-delà des 5 années de cette animation, j'ai pris conscience qu'ensemble, les membres de l'Université populaire, donc les gens qui ont l'expérience de la pauvreté, et puis d'autres à leur côté, avaient de l'or entre les doigts. Ils avaient des choses extrêmement importantes à faire comprendre à d'autres. Et c'est pour ça que je me suis mise à faire émerger cette expérience. Et j'ai pu faire une thèse en sciences de l'éducation, une recherche-action, c'est-à-dire que mon professeur admettait, et ça c'est tout à fait cohérent avec la démarche de l'Université populaire Carmonde, mon professeur admettait que les membres de l'Université populaire pouvaient être eux-mêmes les acteurs de la recherche, et c'est-à-dire qu'eux-mêmes pouvaient exprimer, premièrement, qu'est-ce que l'Université populaire, deuxièmement, comment se construit le savoir, comment il s'est construit pour eux, et troisièmement, comment ça a changé leur vie, qu'est-ce que ça a changé pour eux-mêmes et pour les autres. Donc, au cours de ce processus que je vous expliquerai peut-être si vous me posez les questions tout à l'heure, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais au cours de ce processus et de travail de recherche, eh bien, on a mis à jour des processus dont je vais vous partager le résultat de la recherche et je vous partagerai la méthodologie si vous m'interrogez dessus tout à l'heure. Donc, on va commencer par présenter un film parce qu'il n'y a rien de tel que de voir les visages, les personnes, les situations, pour s'imprégner véritablement de ce qu'est l'Université populaire Carmonde. Donc, on va voir un petit film. Alors là, pour des raisons techniques, j'avais préparé une version abrégée d'un CD. Et puis, pour des raisons techniques, on va être obligé d'avoir recours au CD, au DVD en entier. Donc, au bout d'un moment, on s'arrêtera. Voilà. Donc, ça va être un petit peu moins clean que si j'avais fait l'extrait moi-même. Mais peu importe. Donc, je vais vous dire en quelques mots. L'Université populaire Carmonde, c'est donc des rencontres de personnes qui vivent dans la pauvreté. La première étape consiste à une préparation sur un thème défini dans différents quartiers. Là, pour cette université populaire, c'est le quartier de Lyon. Vous allez voir des gens qui travaillent chez eux ou dans une salle de réunion, dans la maison Carmonde.
Et là, ils travaillent sur le thème de la citoyenneté, justement. Ils vont réfléchir à la question de savoir qu'est-ce que la politique pour eux. Hein. Donc, dans l'université populaire, les gens se retrouvent, préparent, tout le processus dure un mois, mais au début du mois, les gens travaillent par paire, ils réfléchissent à un thème, ici le thème de la citoyenneté. Ensuite, les semaines d'après, les gens se regroupent pour savoir qu'est-ce qu'ils vont retransmettre à d'autres. Leur pensée va évoluer, leur réflexion, leur vocabulaire, leur façon de s'exprimer. Et ensuite, à la fin du mois, il y a une grande séance plénière. Ici, on verra au Conseil général de Lyon. Voilà, et on s'arrêtera là. La fin du film, si vous êtes curieux, vous pourrez la voir aussi en vous procurant le DVD, parce que tous les 2 ans, on organise une université populaire quart-monde européenne, c'est-à-dire qui regroupe des personnes pauvres de tous les pays européens, et l'université populaire se retrouve au Parlement européen et discute avec des parlementaires européens. Donc là, on a une version plus avancée. Mais aujourd'hui, je vais me centrer sur la base de l'Université populaire quart-monde. Voilà. Donc, l'Université populaire quart-monde, une des actions du mouvement ATD quart-monde, fondée par Wresinski, comme on vient de vous le dire, fondée sur cet axiome fondamental que les personnes qui vivent dans la pauvreté ont une expérience de vie telle que, en réfléchissant sur leur expérience, eh bien, un savoir peut être construit. Voilà. Donc, on va commencer le petit film. Je vous expliquerai ensuite les résultats de la recherche. Et puis, bien sûr, on dialoguera, parce que c'est le principe de l'université populaire avant tout, c'est de dialoguer. Voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, c'était un petit échantillon de ce qui peut se passer dans une université populaire. Voilà. Je vais vous expliquer maintenant un petit peu plus comment les choses se passent et quels sont les effets produits. Parce que là, vous avez vu un petit peu de façon extérieure. Mais ce chemin de réflexion, ce cheminement a des effets qui sont très importants pour les personnes concernées. Donc, vous avez vu en gros le fonctionnement de l'université populaire. Bien sûr, vous voyez que ça repose avant tout sur une proximité très grande avec les gens qui vivent dans la pauvreté. C'est-à-dire qu'il faut déjà connaître au départ, se faire proche, avoir la confiance, avoir les possibilités de dialogue avec des gens qui vivent dans la grande pauvreté. Donc il faut aller au-devant d'elle. Il ne faut pas attendre que les gens viennent frapper à la porte de l'université populaire. Ça ne se passera jamais comme ça. Il faut vraiment que les personnes soient sollicitées. Vous voyez à quel point elles sont loin de penser que leur expérience a une importance et que leur contribution intellectuelle est vraiment très importante. Alors, vous avez vu que les gens reçoivent une petite invitation, une feuille de papier, puisque assez simple, puisque les gens ont très peu de moyens finalement pour maîtriser vraiment la lecture et l'écriture. Mais les questions, les thèmes qui sont débattus viennent d'eux-mêmes, c'est eux qui proposent les thèmes. Et puis, la formulation des questions, la formulation de la problématique, eh bien, c'est les mots des personnes concernées. Voilà. Il ne s'agit pas d'imposer une façon de penser ou du vocabulaire, mais au contraire, faire la démarche inverse, d'aller au-devant de l'intérêt, d'aller au-devant des préoccupations et même solliciter la réflexion des personnes. Donc, vous avez vu qu'il y a des petites rencontres individuelles entre des personnes qui ont la même origine sociale, parce qu'il est très important
qu'une relation de confiance soit établie entre les personnes. Lorsqu'on est loin d'arriver à s'exprimer librement, eh bien, il faut que les gens se sentent dans un environnement où ils sont à l'aise, où ils se sentent reconnus, où ils vont pouvoir s'entraîner à la pensée, ils vont pouvoir hésiter, ils vont pouvoir partager avec les autres et ils vont pouvoir commencer à réfléchir sur leur vie. Voilà. Donc, vous avez vu les petits groupes de préparation. Il y a un animateur, une animatrice qui facilite la prise de parole, qui facilite la réflexion et qui va aussi faire un petit compte-rendu qui est très important pour que l'animateur de l'Université populaire régionale donc, connaisse bien la teneur des échanges et puisse guider la réflexion commune lorsque tous les groupes se retrouvent ensemble. Voilà. Mais vous avez vu qu'il est aussi important qu'il y ait des gens qui sont d'origines sociales différentes, des gens qui n'ont pas l'expérience de la pauvreté, mais qui viennent aussi entendre les autres, se former, comprendre qu'est-ce que c'est que la pauvreté pour les autres, et bien entendu l'invité. Alors l'invité qui va non pas imposer sa thématique ou faire son discours, mais au contraire on lui demande de se taire dans un premier temps et puis de répondre aux questions des personnes. Voilà. Alors dans l'exemple ici, nos invités malheureusement n'étaient pas particulièrement disons que parfois on a des meilleurs échanges. Là, les invités manquaient un petit peu de liant, disons qu'ils étaient un petit peu sur leur garde devant le public ici concerné. Ils avaient un petit peu peur, mais il y a quand même des choses intéressantes qui se passent et des fois c'est plus riche que ce qu'on a vu là. Alors, il faut bien savoir quand même que les personnes qui sont là, elles ont non seulement peu appris à l'école, mais elles ont en plus le sentiment de culpabilité de leur non-savoir. Et lorsqu'on a fait la recherche, eh bien les gens, les membres de l'Université populaire qui ont accepté de se livrer pour dire ce qu'était l'université populaire pour elles ou pour eux, ont bien montré l'importance de ça, de revenir sur ce non-savoir et la culpabilité du non-savoir. Alors Georges, par exemple, nous dit « J'ai été placée entre l'âge de 5 ans et 17 ans. J'ai peu appris à l'école parce que je n'avais pas l'esprit à ça. On m'a traité de fou à Claveau, donc du nom de l'institution où il vivait. » Voilà pour Georges. Marinette a été très très peu à l'école. Elle a été placée, mais elle allait surtout dans une ferme où elle apprenait à faire le fromage, mais elle était trop indisciplinée pour assister aux cours. Ses enfants, elle dit, mes 9 enfants savent lire et écrire, sauf une, mais ses frères et sœurs lui l'aident à faire les papiers. Et Roger, encore, dit avoir quitté l'école après le certificat d'études primaires. Il a été en 5e spéciale et il dit « l'école s'est mal passée ». Donc la faim le poussait et il allait dans la nature braconner la truite plutôt que d'aller à l'école. Et l'instituteur lui disait « n'aie pas bête, mais fais le bête ». Donc, les gens qui fréquentent l'université populaire et qui ont fait cette recherche sont des gens qui, dans des conditions favorables, font preuve d'une intelligence et d'une capacité de réflexion extraordinaire. Mais jusque-là, ils n'avaient pas rencontré cette situation et ils n'avaient pas encore eu l'occasion de faire épanouir leur intelligence. Et l'université populaire, justement, renverse complètement ce rapport au savoir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, dans l'université populaire Quart Monde,
on met les gens en situation d'être à la source du savoir, eh bien les choses deviennent totalement différentes pour eux. C'est donc le rapport au savoir qui doit être changé dans la pédagogie, dans un projet éducatif. Et c'est à ce moment-là que la personne peut se mettre à construire son savoir. Et cet apprendre, cette construction du savoir, finalement, il est fait par le médiateur, l'animateur d'université populaire, qui construit un environnement didactique, qui construit un environnement pédagogique, qui soutient la réflexion de la personne qui apprend. Voilà. Et dans les dialogues, dans les échanges, eh bien, il y a des vérifications de perspectives de sens, si on peut dire. Les uns et les autres vérifient que ce qu'ils pensaient savoir, eh bien, était finalement un peu différent de la réalité. Et dans les échanges, la réflexion critique s'exerce et un apprentissage se passe. Alors, lors de la recherche, les membres de l'Université populaire ont été extrêmement éloquents pour parler des conditions de mise en œuvre. On peut dire que l'éthique des relations entre les membres de l'Université populaire est absolument crucial pour arriver à ce que le savoir se construise, que des choses valables se passent. Et les gens nous ont dit, par exemple, qu'une chose extrêmement importante et une expérience qu'ils n'avaient jamais faite avant, c'était d'être traités à égalité les uns avec les autres. C'est-à-dire ce que dit Monsieur X ou Madame Y qui ont vécu dans les bois ou dans un squat a exactement la même importance que le conférencier qui sait beaucoup de choses sur le logement, par exemple. Ça, c'est extrêmement important. On nous a dit, les gens s'exprimaient comme ça, on dit, on est tous sur le même piédestal, par exemple. Voilà, c'est une belle image pour expliquer ça. Le fait aussi que, bien que les membres de l'Université populaire soient des gens qui ont tous l'expérience de la pauvreté, ce n'est pas ça l'axe. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'intéresser uniquement à la détresse de la personne, mais aussi à ce qu'elle a de positif, à ce qu'elle voit dans le monde entier, enfin sur le monde, et pas uniquement sur la pauvreté. Et Monsieur le Maître, par exemple, s'exprime comme ça. C'est le mouvement ATD Quart Monde qui est venu à moi. Et la personne ne vous regarde pas dans votre détresse, dans votre misère, mais qui regarde l'être humain qui est en vous. Voilà, ça c'est très important. L'Université populaire, on ne parle pas uniquement de pauvreté, on en parle de temps en temps, mais on parle de tout. On parle de la liberté, de l'amitié, de l'amour, de la politique, évidemment, mais du point de vue des personnes pauvres, et ça c'est très particulier. Voilà. Une autre chose, c'est l'environnement riche et chaleureux, et l'apprentissage sera stimulé, bien entendu, si l'amitié est cultivée entre les personnes. Et voilà ce que disait Guylaine. Elle dit, la première chose que j'ai tirée de l'UP, c'est ma meilleure amie, c'est Guylaine. Ensemble, on a affronté les pires ennuis de ma vie. Voilà. Une autre personne aussi exprime à quel point la souffrance partagée crée des liens entre les personnes. Elle dit, on n'a pas la peur au ventre d'aller aux UP. Moi, quand je vais à la sécurité sociale, j'ai la peur au ventre de savoir qu'il va falloir que j'explique mon cas. Tandis que là, au contraire, j'y vais avec le sourire. Voilà, l'expérience de l'absence de jugement aussi. Lorsque je suis arrivée, je croyais que j'étais une incapable, une nullité qui ne valait rien du tout. Lorsque je suis arrivée aux UP, j'étais très surprise. Aucun jugement n'était porté sur moi. Et ça m'a redonné une très, très grande confiance en moi-même. La liberté, il faut absolument qu'il n'y ait aucune relation de dépendance entre les gens qui organisent l'Université populaire et les membres de l'Université populaire. Et Marie-Yvonne s'exprime comme ça. J'ai admiré beaucoup les gens qui arrivaient à s'exprimer là et j'ai senti qu'il y avait une liberté.
Les gens pouvaient parler et ça m'a plu de revenir. Marie-Vonne m'a laissé réfléchir et elle m'a laissé la liberté de choix. La liberté, c'est aussi le sentiment, l'éradication du sentiment de la culpabilité de sa misère. Monsieur Tamko disait « Je pensais que c'était de ma faute. La misère, je pensais que c'était de ma faute. Je pensais que je l'avais cherché. Je pensais que j'avais demandé à Dieu d'être comme ça. » Et il a réalisé que ce n'était pas comme ça. Voilà. Un autre élément de l'éthique qui est très très important, c'est les relations de réciprocité. L'animateur, comme vous avez vu Jean-Marie là dans la première séance, eh bien, il doit admettre cette position qui consiste avant tout à comprendre ce que les personnes ont à dire sur un thème ou de leur vie et à ne surtout pas imposer ce que l'on pense, mais au contraire, se mettre dans un état de réciprocité, de recevoir ce que les personnes ont à dire. Et là, on a bien vu que Jean-Marie a compris finalement pourquoi cette maman qui a peur que son enfant soit placé, eh bien, n'arrive absolument pas à faire le lien entre une élection ou le programme politique d'un homme ou d'une femme et le placement des enfants. Alors que bien sûr, c'est entièrement lié, mais Jean-Marie a pris conscience finalement de la non-compréhension des personnes, et ça, c'est très, très important. Alors, les effets produits sont très importants. Il y a 3 choses qui se produisent dans cette démarche. Il y a la construction d'une nouvelle identité. Il y a la construction de sens et la construction de savoir. La construction d'une nouvelle identité, elle est très importante. Vous avez bien senti que les gens sont complètement dépourvus de confiance en eux. Et le fait de rentrer dans un groupe où tout le monde est respecté, où on entend parler des gens qui ont l'expérience de la pauvreté, mais qui sont tout de même dignes, qui en parlent avec force, ça a un effet très puissant sur les nouvelles personnes qui se joignent. Voilà ce que dit Madame Bastian. Elle dit « L'UP, c'est une réponse à la honte. » Oui, c'est sûr. Quand j'ai écouté des gens parler qui vivaient dans les bois, dans les grottes, dans les cabanes, ça a fait tilt dans ma tête. J'ai vu que les gens n'avaient pas honte de vivre comme ils vivaient et ils avaient le courage d'en parler. J'avais honte parce que moi, j'avais beaucoup de difficultés. Mais en sortant, je me suis dit, je n'ai plus à avoir honte, je n'ai pas à avoir peur de parler et de vivre comme je vis. Voilà. Donc ça, c'est un effet très puissant qu'on ne peut peut-être pas voir évidemment dans un film, mais les gens l'explicitent. Ça transforme l'identité des personnes pour le meilleur, bien sûr. Alors, ça se passe en donnant sens à son expérience. Par exemple, Madame Salmon était intervenue à une université populaire sur le thème « Mémoire de courage ». Les gens avaient choisi ça, c'est-à-dire qu'ils voulaient pouvoir exprimer ce qu'ils avaient envie de transmettre à leurs enfants. Et donc, Madame Salmon joue une scénette de théâtre, parce que bien sûr, les moyens pédagogiques sont les plus variés possibles, les plus joyeux, les plus inventifs possibles. Et là, elle joue une scénette de théâtre et elle raconte. Ça restera toujours dans ma mémoire, quand mon fils s'est fait arrêter par la police. Ça restera toujours à mes yeux. À 6 heures du matin, l'empêcher de m'embrasser avant de partir, je trouve ça inadmissible. Et voir mon fils avec les menottes dans le dos et le tenir comme s'il allait s'échapper, alors là, elle commente sur ce qu'elle a joué à l'université populaire. Si j'ai joué cette scène à l'université populaire, c'est pour faire voir qu'une mère de famille a du courage de montrer ce qu'elle a vécu à ces moments-là et pour dire que ça peut leur arriver à eux aussi. On n'est pas à l'abri d'un pépin, d'un gros ennui. Donc, il faut avoir le courage de le faire et puis le dire, vu que c'est la vérité.
Ça m'a apporté un soulagement. Je l'ai présenté, j'en suis fière, parce que j'ai eu ce courage de le dire et de le montrer à tout le monde. On voit comment cette maman donne un nouveau sens à son expérience. Avant, cet événement était douloureux et même humiliant, donc négatif pour elle. Et là, elle est transformée par la relecture qu'elle en fait et elle transforme sa souffrance en force. Donc elle construit un savoir de résilience à ce moment-là. Est-ce que je suis trop longue? Je me souviens plus si on a jusqu'à 8h ou 8h30. Non. On a jusqu'à quelle heure? Il est que 7h20. Hein. On a jusqu'à 8h. On a jusqu'à 8h15. Oui, donc, d'accord, alors j'y vais. Mais il faut prévoir un temps d'échange après, oui, c'est tout. Alors, donc, la construction du savoir, on y arrive. Lorsque je prends le thème de l'exil, voilà, les gens ont choisi de réfléchir sur le thème de l'exil. Et Monsieur Le Bihan explique ce qu'il a découvert au cours de l'université populaire sur l'exil. Donc là, il reparle d'université populaire qu'il avait vécue avec moi. Donc, le thème de l'exil m'a beaucoup marqué. La femme qui témoignait est venue en France parce qu'elle a vu trop de souffrance là-bas. Elle ne pouvait plus tenir avec ses enfants. Il y avait la guerre. Elle a vu pas mal de morts. Elle était obligée de partir, de sauver sa vie et la vie de sa famille. Son témoignage m'a beaucoup bouleversée. Maintenant, quand je vois des immigrés en France, je me dis, s'ils sont là, c'est qu'ils ont des problèmes. Avant, je me disais, ils sont là, ils récupèrent un peu d'argent et puis après, ils retournent dans leur pays. Mais je me suis aperçue avec certains témoignages qu'il y avait aux UP que c'était tout à fait le contraire. Ils sont en France parce que là-bas, ils n'arrivaient plus à vivre ou à survivre. Il y avait trop de massacres. Je vois différemment les immigrés maintenant. Ici, on voit clairement comment cette personne a effectué un changement de schème de sens et permet l'intégration d'un nouveau savoir. Qu'est-ce que c'est l'exil pour elle? Voilà. Au cours de ce thème de l'exil, M. Patrice Coudray évoque une autre expérience qui nous donne une autre perspective de sens, une relecture. Quand on dit l'exil, c'est les étrangers qui quittent leur pays. Mais ça peut être, comme moi, le pauvre petit Français qui arrive de la campagne et qui arrive en ville. C'est une sorte d'exil également. La personne ressource, l'invité de cette université populaire était Miguel Benassayag, lui-même exilé politique. Donc les gens ont découvert ce que c'était que l'exil politique. Et il a écouté les témoignages des personnes exilées et les réactions produites. Et il commente, au cours d'un entretien de recherche, la production du savoir à laquelle il a participé. Et voilà ce qu'il dit. Il y a plusieurs niveaux de production du savoir. D'abord, il faut que la personne sache que oui, elle a quelque chose à dire, même si elle l'ignorait. On ne s'adresse plus à quelqu'un qui est carencé, donc qui manque, qui est un pauvre, qui n'a pas ce qu'il faut, mais on sollicite l'excès de quelqu'un, ce qui est en plus sa richesse. Là, c'est déjà le premier moment. Le deuxième moment, c'est la confrontation. Ce n'est pas parce que je pense ça que c'est la vérité. Il faut confronter les savoirs. Et puis le troisième moment, c'est la systématisation. De quoi s'agit-il? Que peut-on dire sur l'exil? Quelles sont les différentes acceptions, perceptions, vécues, formes? Donc, il y a eu une nouvelle interprétation de sens de cette notion d'exil et l'invité fait une proposition. Voilà ce qu'il dit. Même étant de nulle part, on peut trouver sa patrie, son pays, son lieu dans le monde, là où on est capable d'être solidaire avec les autres et de partager. On trouve son pays là où nous sommes, quand on assume la solidarité et l'affection, la création avec les autres. Un autre type de construction du savoir est celui qui a été provoqué par Éric Molinier, donc qui est membre du Conseil économique et social et qui faisait un rapport sur l'accès à l'hôpital des personnes défavorisées.
Et donc, il a suscité, comme il est proche de nous, par le Conseil économique et social, puisque le mouvement siège là-bas, il a demandé une université populaire sur le thème de l'accès à l'hôpital des publics défavorisés. Et donc, on a créé cela. Et plus tard, dans la recherche, il a dit « On aurait pu auditionner les associations d'usagers qui auraient pu nous renseigner sur le sujet. Mais eux ont déjà réussi à franchir la porte de l'hôpital. Il me semblait important, à la lumière de ce que nous disaient les urgentistes sur la population accueillie, d'écouter là où ils se trouvent chez eux, parce que l'université populaire, c'est chez eux, les gens qui n'ont pas réussi ou qui ne réussissent que très difficilement, par le biais des urgences, à franchir ce premier pas. » Voilà, donc Éric Molinier trouve, bien sûr, il avait accès à tout le monde, à l'hôpital, à toutes les recherches sur la difficulté pour entrer à l'hôpital, mais il tenait à se renseigner auprès des personnes les premières concernées. Et il disait, il y a concordance, ce qui veut dire que chacun faisait le même constat, les praticiens et les personnes en situation de précarité. Mais il était important d'avoir deux éclairages, parce que si on n'en a qu'un, on n'a qu'une vision partielle de la réalité. Il ne suffit pas de dire les médecins en ville doivent recevoir les patients CMU, il faut comprendre tous les obstacles pour revoir profondément, en profondeur, la chaîne des soins. Et ce que lui avait appris en particulier ce jour-là, c'est que même devant la mort, les gens ne sont pas égaux. Parce que les personnes qui décèdent à l'hôpital, parfois, il est trop cher pour les membres de la famille de pouvoir récupérer le corps et il est trop cher de pouvoir l'enterrer dignement. Et ça, c'est quelque chose véritablement dont il n'avait pas conscience, qu'il était très ému d'apprendre. Alors, une variante où la conséquence de cette construction du savoir, c'est l'émancipation. Le savoir qui amène à changer, à prendre sa vie en main et de la considérer autrement. Voilà un exemple qui a suivi l'université populaire sur le thème des tutelles et curatelles. Donc l'invité était un juge des tutelles. Et M. Ramoff, qui était là, avait son frère qui était sous tutelle. Et il a appris de la part de l'invité, une femme juge, que le tuteur de son frère ne respectait pas la loi. Parce que le juge des tutelles a exprimé. Donc voilà ce qu'il dit, M. Ramoff. Il dit, avec cette UP, le juge des tutelles m'a permis de faire des démarches pour mon frère. Son tuteur, lui, ne faisait pas les comptes rendus de ses salaires, c'est-à-dire ses entrées d'argent. L'UP m'a permis de savoir qu'on pouvait aller voir le tuteur, et avoir les comptes rendus de tous les mois de son salaire et de tout ce qu'il avait. Donc moi, j'ai fait les démarches et j'ai bien expliqué au tuteur que d'après la loi, il fallait le faire. Et ça a changé parce que du coup, tous les mois, le tuteur va le voir et tous les mois, il lui donne un compte rendu normal. Donc là, il y a un changement immédiat. Le savoir était émancipatoire lorsqu'il relève d'une prise de conscience et qu'il aboutit à des nouvelles conceptions, des nouveaux échanges, des nouvelles actions sur le monde pour soi-même et pour les autres. Pauline raconte, par exemple, comment elle ose réclamer ses droits à la sécurité sociale. Elle a réussi à obtenir en urgence le versement d'indemnités journalières, ou encore elle ose reparler à l'institutrice de propos déplacés à l'encontre de son fils. Elle ose prendre la parole à la réunion de parents d'élèves en demandant, par exemple, que les sorties scolaires soient planifiées à l'avance afin de mieux faire face aux frais de la sortie scolaire. Voilà. Et les autres membres de l'université populaire disent, oui, elle a pris confiance par l'université populaire qu'il ne fallait pas qu'elle s'écrase. Elle a pris conscience qu'avant, elle ne disait rien et elle s'est bien libérée de la prison qu'elle avait construite autour d'elle. Voilà. L'émancipation a aussi une dimension collective. Une femme
de l'Université populaire a été invitée à témoigner au cours d'un rassemblement Carmonde en Irlande. Et elle explique comment elle a lutté pour le combat pour le droit au logement dans le Val d'Oise. Et elle explique ce que j'ai fait pour aider les autres, je l'ai fait de bon cœur. Moi, on m'a épaulée. Je le fais maintenant pour les autres parce que j'en ai marre qu'on vive comme ça. L'émancipation, bien entendu, n'est pas réservée aux personnes qui ont l'expérience de la pauvreté, mais les autres qui assistent aussi et qui sont engagés dans l'université populaire réalisent des tas de choses nouvelles et importantes. Clarisse Audan, une journaliste de profession, donc qui vient régulièrement apprendre dans l'université populaire, elle fait l'expérience de cette prise de conscience et elle dit au début, donc une journaliste, quelqu'un d'aguerri qui connaît bien les choses, qui devrait connaître la vie, mais elle dit au début j'avais peur, j'étais pas du tout à l'aise. Ma première prise de conscience, c'est que je ne comprenais rien et que je ne connaissais rien à ce qu'était la vie des gens dans la grande pauvreté, à ce qu'étaient leurs préoccupations, leur façon de voir les choses. Et en particulier, elle a été extrêmement touchée d'apprendre que des enfants pouvaient être retirés à leur famille dans des conditions qui étaient véritablement difficiles. Pour raison de pauvreté, alors que les parents, avec un soutien, auraient pu garder leurs enfants, bien sûr. Elle dit « Je me suis posé les questions différemment. Je me rappelle très bien de Monsieur Lemaître qui disait que le cardiologue refusait de le voir parce qu'il avait la CMU. Rien ne vaut d'entendre ça. Vous voyez la CMU comme couverture maladie universelle, donc qui couvre tous les frais du côté du médecin, mais il y en a beaucoup qui le refusent parce que pour soi-disant, c'est difficile de faire les dossiers pour se faire rembourser. Donc rien ne vaut d'entendre ça de quelqu'un qui l'a vécu pour bien se dire qu'il y a un problème. Mais aussi j'ai compris que ça pouvait être un engagement citoyen que l'on pouvait faire. Donc elle, rendue attentive à cette situation, elle vérifie auprès de son propre médecin et prend conscience que son propre médecin refuse les patients bénéficiaires de la CMU. Donc elle engage un dialogue avec lui, elle lui dit ce qu'elle en pense. Un journaliste aussi invité à l'Université populaire, quelqu'un qui était très bien intentionné, qui écrivait régulièrement des articles pour dénoncer la pauvreté, a exprimé au cours de la recherche qu'il avait beaucoup appris. Voilà ce qu'il dit. Pour un journaliste, un sujet est un sujet, que l'on traite de l'humain ou d'autre chose. Or, on m'a fait remarquer qu'il pouvait y avoir quelque chose de très blessant quand on parle des personnes pauvres comme des fruits de saison. C'est l'hiver, on va parler des SDF. Un invité, philosophe, exprime au cours de la recherche aussi tout l'intérêt qu'il a trouvé dans l'université populaire. Ce que vous faites pour l'intellectuel, pour le praticien, pour la personne invitée, c'est une mise à l'épreuve du réel. Les intellectuels, les chercheurs, les médecins, les sociologues ont des hypothèses, des théories, des convictions, mais très rarement, ils doivent faire passer à l'épreuve du réel leurs théories. Dans votre université populaire, vous ne pouvez pas raconter n'importe quelle bêtise sur la société, la solidarité et l'exclusion à des exclus. C'est quelque chose que j'ai toujours recherché, qui est de l'ordre d'une mise à l'épreuve de chaque mot, de ce que je dis, que je pense ou que j'écris dans mes bouquins. C'est donc un processus de construction collective du savoir qui entraîne des nouveaux rapports sociaux. Puisque les personnes se considèrent différemment les uns des autres, puisque les relations sont tout à fait modifiées, et que c'est ensemble que les gens prennent une meilleure conscience de la réalité et du monde. Donc, dans l'université populaire, eh bien, on a 3 dimensions qui sont importantes. En conclusion, je vais
finir là-dessus et on va entrer dans le dialogue. Donc, l'Université populaire Carmonde a une dimension anthropologique dans le sens où elle invite à reconsidérer totalement les personnes défavorisées et leur place dans la société, hein, et les met au centre au lieu, bien sûr, qu'elles soient en marge. Une dimension épistémologique dans le sens où elle reconnaît les savoirs issus de l'expérience et leur donne une place centrale, alors que bien souvent les savoirs d'expérience sont ignorés ou ont une place tout à fait marginale. Et enfin, elle a une dimension politique dans le sens où elle renverse totalement le processus d'exclusion et qui produit un savoir essentiel pour renforcer la démocratie. Voilà, donc je m'arrête pour cette prise de parole un peu formelle et je suis impatiente de vous écouter. Alors, en attendant les questions, moi j'en ai une. Très concrètement, il y a combien d'universités populaires Carmonde en France et à l'étranger? Et ça touche combien de personnes? Alors, il y a des universités populaires dans une dizaine de grandes villes en France. Alors, ça touche combien de personnes? Ça dépend à quel niveau. Pour l'Université populaire Île-de-France, je pense que c'était à peu près 500 personnes dans l'ensemble, les gens qui font la préparation, parce que tout le monde ensuite ne se rend pas dans la séance plénière. Vous savez que quand on vit dans la pauvreté, les contraintes de transport, etc., si on vit dans une caravane, c'est pas toujours, on peut pas laisser son lieu de vie parce que bon, il risquerait d'être endommagé, etc. Mais donc les assemblées plénières, c'est 80 à 100 personnes, mais en réalité, il y a beaucoup plus de gens qui sont mobilisés pour la préparation. Donc ce qui fait qu'il y a avec les groupes, enfin avec les textes des différents groupes de préparation, quand on creuse un sujet, eh bien il y a une masse de savoir ramassé qui est assez important. Et quand de temps en temps le mouvement veut avoir une recherche plus approfondie sur un sujet, toutes les universités populaires travaillent sur le même sujet, comme il y a quelques années pour travailler à la loi de refondation de l'école. Eh bien, toutes les universités populaires ont travaillé sur le thème de l'éducation. Donc là, on a eu un mouvement, enfin, on a une densité qui est quand même assez importante. Donc en France, dans les pays européens, Belgique, il y a plusieurs en Belgique, Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne, Suisse, beaucoup, et puis dans les pays aussi d'autres continents qui ne fonctionnent pas exactement de la même façon, mais il y a dans tous les lieux du mouvement ATD Carmonde des occasions pour que les personnes qui ont l'expérience de la pauvreté partagent, s'expriment, développent leurs réflexions et les partagent avec d'autres. Et c'est vraiment le fondement de l'action politique d'ATD Carmonde. Oui, juste pour vous signaler qu'ici, au Havre, il y a un groupe qui dépend de Caen. Voilà. Ah, super. Un groupe d'université populaire. Oui. Voilà. Alors, on va faire quelque chose de... Nous sommes 4 ici. Pardon ? Nous sommes 4. Ah, voilà. Alors, est-ce que j'ai dit des choses... Est-ce que j'ai dit des bêtises ? Non, c'est très bien. Non ? Est-ce que vous avez... Allez-y. Comment ? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Non. Non. Moi, je fais partie de presque 10 ans à Caen. D'accord. Et j'ai connu ça au secours catholique. Oui, d'accord. Et alors, Caen est une université populaire extraordinaire. Oui. Voilà. Avec qui pour animer ? Je sais plus le nom. Martine. Martine Lecor. Ouais, voilà.
Allez-y, dites-nous, Non, parlez-nous un peu. c'est Maggie et José. C'est les nouveaux, parce que Martine, elle s'en va en Afrique Ah non, pour faire l'association, pour aider les gens. oui. Donc Martine est une militante Carmonde, quelqu'un Ouais. qui a l'expérience de la pauvreté, Oui. qui a eu la responsabilité de l'animation Ouais. de l'équipe à Caen et de l'animation de l'Université populaire. Mais elle vous quitte non pas pour aller en Afrique, mais pour venir à la délégation. Elle Ouais, devient ouais. dans le secrétariat général. Ouais. Voilà. Donc la gouvernance a été des Carmonde très particulière. C'est toujours des groupes mixtes qui sont en responsabilité. Et pour la première fois de notre histoire, on va avoir au secrétariat général, c'est-à-dire les gens qui sont responsables de l'ensemble du mouvement, eh bien, on aura 4 personnes, mais dont une personne qui a l'expérience, qui a grandi dans la pauvreté, qui s'est sortie de la pauvreté grâce à Télé Carmonde. Et voilà, on est très heureuse d'accueillir Martine. Donc, merci de nous la laisser et on l'accueillera en janvier au secrétariat général. Ah, vous avez une question là-bas. Bonsoir. Moi, je me posais simplement la question, vous parliez que le groupe qui est constitué, il y a toujours un animateur, c'est bien ça? Et je me demandais en fait si ces personnes-là sont aussi formées du coup, à intervenir dans le groupe. Est-ce que quand ils participent à l'Université populaire Carmonde, est-ce que, enfin voilà, avant de se joindre à un de ces groupes-là, voilà, vous parliez de différents outils pédagogiques, voilà, je me demandais, est-ce qu'ils sont formés ou est-ce qu'ils viennent avec leur propre expérience et leur manière de faire? Voilà, c'était une question que je me posais. C'est une excellente question parce que vous vous rendez bien compte que la personne qui anime le groupe de préparation, elle a une responsabilité énorme, enfin elle a un rôle très très important qui est justement d'entrer en relation avec les personnes, de connaître les personnes, de gagner de leur confiance. Ça va être de se lier d'amitié, faire peut-être des activités avec les gens, enfin les chercher à les connaître, à établir des relations de réciprocité, c'est-à-dire se mettre en situation de recevoir des autres. Et c'est quelque chose de très très inhabituel, de très contre-intuitif, si on peut dire. Et bien sûr, les personnes sont formées à ça. Et déjà, on ne met dans cette position que des gens qui ont la sensibilité pour le faire, des gens qu'on connaît par ailleurs, qu'on a connus avant dans d'autres situations, et on voit que c'est des gens qui sont capables d'écouter les autres. Et puis il y a des gens pour qui c'est très très difficile. Donc bon, on peut leur donner d'autres choses à faire. Dans le moment, il n'y a pas de question, mais des fois, il faut être dans certaines situations, il faut au contraire pousser des coudes. Mais là, non, c'est autre chose. Donc, ne serait-ce que déjà faire régulièrement ces rencontres et puis faire des comptes rendus. Quand on fait des comptes rendus vraiment très, très exhaustifs en mettant le nom des personnes, eh bien, c'est déjà une façon de revenir sur ce qui a été dit. Des fois, on comprend mieux la deuxième fois ou alors quand on relit ce qui a été écrit. Parce que les échanges peuvent être parfois si riches qu'on ne saisit pas tout, ou alors au contraire, si une personne est enfermée dans le silence, on n'arrive pas trop à savoir comment faire. Donc on réfléchit, on demande aux autres, on demande aux amis, pourquoi, à ton avis, qu'est-ce qui pourrait aider cette personne à parler? Et voilà, il ne faut pas se paniquer, il faut être très, très calme et très proche des gens, et c'est effectivement un enjeu important. Donc, faire ces comptes rendus, et puis il y a des sessions de formation régulièrement à Télé Carmonde. On est tout le temps en train de partager, de se former, de changer de mission, pour que tout le monde évolue dans ses capacités et dans sa possibilité d'engagement aussi. On n'est pas à vie au sein de l'Université populaire, on évolue. Voilà.
Moi, je voudrais revenir sur le rôle de l'invité. Est-ce que c'est systématique? Donc, si j'ai bien compris, il y a les premières réunions, enfin, il y en a plusieurs, et puis après, ça se termine par une assemblée plénière où viennent ceux qui peuvent, ceux qui veulent, ceux qui peuvent, et c'est là où vous faites venir un invité. Donc, cet invité, en fait, il est choisi comment? Et vous le faites venir pourquoi? Vous le faites venir pour entendre ce que les personnes en situation de pauvreté ont à raconter sur le thème, et vous le faites venir parce que lui, il a un savoir académique ou un savoir universitaire sur ce thème-là, ou alors ça peut être, comme vous avez dit, le Conseil économique ou social, ou enfin voilà. Et du coup, cet invité, oui, enfin voilà, j'aurais que vous nous reprécisiez le rôle qu'il a, et après, ce savoir qui est produit par les échanges entre l'invité et les personnes en situation de pauvreté, après, il devient quoi? Vous nous avez expliqué pour les personnes de l'UP Carmonde, comment elles s'en emparent, comment elles retrouvent une dignité, comment elles peuvent aussi faire des choses parce qu'elles ont compris qu'elles n'étaient pas enfermées dans quelque chose. Enfin, voilà. Mais pour les autres, ça devient quoi? Enfin, et comment vous le suivez, ça? Est-ce que je suis claire? Oui. Alors, je crois que vous avez bien compris le rôle de l'invité. Donc, l'invité, effectivement, c'est quelqu'un qui est spécialiste du thème abordé, donc qui change à chaque fois, sauf si on veut faire la même séance, le même sujet 2 fois de suite. Et il est invité, effectivement, pour apporter des informations, pour donner l'état de la loi, pour apporter son regard sur le sujet en question et pour le partager. Donc, il faut que ce soit quelqu'un de compétent dans son domaine, ça c'est sûr. Alors, il est choisi dans le meilleur des cas en fonction aussi de sa capacité à échanger avec d'autres. Hein. Il faut, donc, on lui donne la règle du jeu. On lui dit, voilà, il ne faudra pas parler en premier. Vous allez parler en réponse à ce que les personnes abordent. Et ça, c'est parce que, bien sûr, lorsque quelqu'un pose une question, l'information qu'il aura reçue, il va l'engranger de façon beaucoup plus sûre que si simplement on lui avait donné l'info comme ça alors qu'il ne se posait pas la question. Ça, c'est clair. Au niveau pédagogique, c'est absolument certain. Mais l'invité donc doit donner les éléments essentiels, faire le tour de la question, mais en s'arrangeant pour répondre et suivre le cheminement de pensée des gens. Sinon, ça ne sert à rien. Alors, ça va être effectivement des gens qui connaissent, ça va être un avocat, un juge, un instituteur, le défenseur des droits, un homme politique, un psychanalyste, donc quelqu'un qui connaît je vais donner l'exemple d'un journaliste. Et les invités sont toujours ravis de venir. Parce qu'ils savent que accéder à la pensée de gens qui ont l'expérience de la pauvreté, c'est quelque chose de très rare. Et ils savent aussi qu'à TD Carmonde, les choses sont préparées. Ça ne va pas être une assemblée où les gens crient ou bien, les gens ont réfléchi, ont une pensée qui a déjà mûri. Donc les invités sont contents de partager. Alors, ce savoir, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, le savoir bâti à l'université populaire, il est extrême. Déjà, il est rediffusé aux membres. Tous les échanges sont enregistrés très fidèlement et il y a une transcription totale des échanges. Et des membres de l'université populaire aussi font le travail. Certains ont plus de capacité de lecture que d'autres. Et on leur demande de lire, de relire la transcription, de décider ce qui va être partagé, ce qui va être dans le compte-rendu. Hein, parce qu'il y a une notion de confidentialité avec ce degré d'échange et
de confidentialité qu'on peut arriver à atteindre, eh bien, il est important que les gens décident qu'ils aient ce pouvoir de maîtriser ce qui est rendu public ou pas. Donc, il y a un compte-rendu qui est diffusé aux membres de l'Université populaire pour qu'ils s'emparent déjà eux-mêmes de ce qui a été dit, parce que il y a tellement de richesse que c'est pas écouter comme ça une fois, ça suffit pas. Il faut vraiment s'imprégner. D'ailleurs, pendant la recherche, il y avait une femme qui expliquait que après l'UP, elle faisait quasiment son compte-rendu elle-même. Et puis après, elle vérifiait avec le compte-rendu officiel. Alors, elle disait, c'est pas dit pareil, mais c'est bien ça. Puis un monsieur, il disait, mais quand je reviens chez moi, je prends un plateau télé, je prends un plateau repas, je mets la télé en sourdine et je réfléchis. Et je dis, qu'est-ce qu'on a dit? Ça, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Voilà. Et cette femme, elle disait, mais oui, ce qui a été dit là, ça passe par moi. Ça passe par moi. C'est absolument fabuleux. Donc, tout ce qui a été dit, les gens essayent de s'en souvenir et de se l'approprier. Et puis, il y a cet élément du compte-rendu. Mais au-delà de l'université populaire, cette réflexion avec les gens qui vivent dans la pauvreté, elle est utilisée dans le meilleur sens du terme, elle est mise à profit, elle est mise à profit eh bien pour le combat politique du mouvement. Par exemple, lorsque les gens expriment beaucoup leur ras-le-bol du langage des responsables politiques, par exemple, hein, qui fustigent les pauvres, qui les culpabilisent, qui emploient des termes absolument indignes, hein, pour qualifier les gens qui vivent dans la pauvreté. Eh bien, à force d'avoir entendu ça, eh bien, on a travaillé avec les gens et avec en particulier je crois que je vais pas arriver à sortir. Avec les personnes qui sont responsables de la discrimination. Et peut-être vous avez entendu parler qu'assez récemment, on a réussi à faire voter une loi pour établir un 21e critère de discrimination. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais donc dans la loi, il y a des critères de discrimination que vous connaissez sûrement. On n'a pas le droit de discriminer une personne pour son sexe ou sa religion ou il y a les personnes handicapées n'ont pas le droit d'être discriminées. Il y a un critère précis dans la loi qui interdit ça. Donc on peut même un peu passer en justice quelqu'un qui discrimine quelqu'un handicapé, par exemple. Eh bien, on a réussi à prouver avec le défenseur des droits, c'est le terme que je cherchais, que les personnes qui vivent dans la pauvreté, non seulement elles ont à subir la situation qui est de ne pas avoir de logement, par exemple, mais en plus, elles sont victimes de discrimination. Je m'explique. On a fait des testings ça, c'était pour le prouver, mais les gens pauvres nous le disaient tout le temps, et nous le disaient tout le temps à l'université populaire. Il y a quelque chose qui est louche. Si moi je vais chercher un logement tout seul, on me donne rien. Si quelqu'un du mouvement vient à côté, on commence à m'écouter. Hein. Donc, pour une situation absolument semblable, une personne pauvre ne va pas être reçue, une personne accompagnée va être reçue. Donc là, c'est bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc ça, on le savait d'expérience, justement par le dialogue avec les gens, par exemple à l'université populaire, mais il a fallu qu'on le prouve, parce que les autres, évidemment, ne croyaient pas. Et on a fait un testing en envoyant des CV avec, pour la même formation professionnelle, pour la même carrière, mais avec, pour certains, une adresse ordinaire et pour une autre, une adresse dans un CHRS, Centre d'hébergement de réinsertion sociale, qui est un marqueur de pauvreté. Eh bien, ces CV-là, alors que c'est exactement le même qu'un autre, eh bien, il va recevoir 30% de réponses en moins. C'est-à-dire que non seulement les gens sont pauvres ou ils sont mal formés, mais en plus, on va les évacuer pour ces raisons-là.
pour l'origine sociale. C'est la même chose, on a vu ça aussi pour une question de logement. Dans certaines villes, les gens qui payent le loyer avec l'APL, hein, et même si le montant de l'APL couvre totalement le loyer, on a vu des bailleurs qui refusent de louer le logement. Donc, ce n'est pas une question d'argent, c'est simplement une question de présupposer. Cette personne qui paye son loyer avec l'APL seulement, elle va être fauteur de troubles, etc. Donc voilà, sujet de discrimination. Donc ça, c'est un exemple de l'importance de l'université populaire. La question du droit au logement opposable aussi, on a travaillé très très longtemps sur la question du logement à l'université populaire, et on s'aperçoit qu'il n'y a pas un mètre carré en France qui ne soit régi par aucun texte, et que il faut pouvoir justifier de ses droits pour habiter n'importe où. Donc voilà, en travaillant avec cette connaissance, et puis avec les ministères du logement, avec les personnes concernées, les personnes qui savent le droit, etc., on a abouti à ça. Donc voilà, il y a quand même des choses qui bougent. Alors, ce n'est pas uniquement au lendemain de l'université populaire que ces choses-là arrivent, mais c'est un mouvement de fond, si j'ose dire. Juste une petite question. À quel moment a été créé l'UP Quart-Monde? Ça fait longtemps que ça existe ou c'est... Alors, en 1972. 1972. Et donc j'ai fait l'histoire de l'université populaire dans l'ouvrage là, et c'est intéressant de voir que la création, elle a, comme toutes les actions du mouvement, c'est une création non-stop. On l'a daté en 1972, mais en fait, il y avait déjà avant des efforts pour que les personnes dans la pauvreté s'expriment. Et ces efforts remontent vraiment à l'origine du mouvement dans les années 50, hein, en 57. Joseph Wresinski est venu s'installer au camp de Noisy-le-Grand, qui avait été créé par l'abbé Pierre à la suite de son appel. Et des années après l'appel de l'abbé Pierre, les familles n'étaient toujours pas relogées, parce que rassembler les gens, ça n'a jamais rien arrangé. Et donc Wresinski est venu s'installer au milieu de ces personnes, et avec la ferme résolution qu'elles ne soient pas disséminée, mais qu'elle soit véritablement relogée, ce qui est arrivé après des années d'efforts. Mais dès le départ, Wresinski, puisque lui avait vécu dans une famille pauvre, il savait que les gens avaient des choses importantes à dire, qu'ils étaient intelligents, qu'ils étaient porteurs de savoir, et il ne fallait absolument pas étouffer ces possibilités-là. Et dès le départ, dès le camp de Noisy-le-Grand, il a fait des réunions, alors que les gens manquaient de tout, mais il a déjà installé une bibliothèque, il a installé des lieux communautaires pour que les gens se retrouvent, et il a favorisé l'expression publique des personnes. Et ça a pris différentes formes, d'abord entre eux, après ils ont commencé à faire quelques dossiers politiques. En 1968, au moment où les étudiants revendiquaient le droit à une éducation plus libre, eh bien, Wresinski a développé les bibliothèques de rue pour que le savoir soit diffusé plus largement. Et puis, il a fait aussi des réunions au centre de Paris qui étaient des réunions d'information sur la pauvreté. Donc là où des conférenciers venaient parler de la pauvreté. Et au bout d'un moment, il y a eu certaines personnes qui habitaient donc dans le camp de Noisy qui assistaient à ces conférences et puis qui sont mis à lever la main et disaient mais non, c'est pas du tout comme ça, c'est autrement, et qui ont commencé à prendre la parole. Et c'est là que Wresinski a réalisé que les gens avaient
grandi dans cette possibilité d'expression et qu'il fallait donner un tour complètement différent à ces... avant, on appelait ça dialogue avec le quart-monde, mais donc, ça a été transformé et on a appelé ça Université populaire quart-monde dans le sens où c'était... les gens avaient assez de savoir-faire et assez de maturité pour renverser la vapeur, changer complètement ce rapport au savoir dont je parlais tout à l'heure. Et c'est à ce moment-là, si vous voulez, qu'on a donné le nom Université populaire quart-monde, et ça, c'était 1972. Par contre, depuis 1972, il n'y a eu aucune interruption dans ces rencontres qui ont eu lieu vraiment très, très régulièrement. À Paris et puis ensuite dans beaucoup plus de villes de France et même dans d'autres pays. Ah, monsieur au fond. Je voudrais savoir comment sont alimentés les fonds financiers pour la formation des bénévoles. Est-ce que c'est des dons ou bien est-ce que les fonds publics y participent? Alors, donc les bénévoles, par définition, ne sont pas payés. Hein. Mais donc l'ensemble des ressources du mouvement, c'est trois sources différentes. C'est des dons, oui, c'est des dons privés pour la moitié. Hein, la moitié des ressources du mouvement sont des dons privés. Et il y a aussi des subventions qu'on obtient en faisant des dossiers spécifiques pour des projets. L'Université populaire est financée. Hein. Pour des fonds européens aussi, l'Europe a des fonds qui sont assez considérables. Et puis, il y a des ressources, des ventes, conférences, des livres, des choses comme ça, qui sont le troisième tiers. Mais on repose beaucoup, enfin, c'est notre plus grande sécurité et surtout la plus grande souplesse, c'est les dons privés, oui. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir... non, je vous mets pas le couteau sous la gorge. Si vous voulez recevoir gratuitement notre journal mensuel pendant un an, vous pouvez indiquer ici votre nom et votre adresse postale ou votre email si vous voulez recevoir la version électronique. Et bien volontiers, on vous enverra ça pendant un an gracieusement. Et là, vous pourrez voir tout ce qui est possible de faire si vous souhaitez soutenir le mouvement financièrement, ce qui n'est pas une mauvaise idée non plus. Si vous allez sur le site du mouvement ATD Quart-Monde, vous pouvez trouver, toutes nos publications. Les publications sont sur le site Édition Quart-Monde. Et donc là, le DVD que je vous ai montré, vous pouvez vous le procurer. Hein, ça s'appelle Citoyens, les universités populaires Quart-Monde. Et puis l'ouvrage, pareil, donc l'Université populaire Quart-Monde, la construction du savoir émancipatoire. Vous pouvez vous procurer ça si vous avez envie d'en savoir plus. J'ai une dernière question, enfin oui, une autre question. Ça fait 30 ans que vous êtes donc engagé au sein de l'ATD Quart-Monde et la pauvreté en France depuis 30 ans. Voilà. Quel constat vous faites depuis 30 ans que vous êtes engagé? Alors, la pauvreté,
augmente et les inégalités augmentent. C'est ça qui est peut-être encore plus difficile et encore plus injuste. Et en ce moment, on voit aussi, enfin depuis quelques années, on voit non seulement un accroissement des inégalités, mais aussi l'utilisation des personnes pauvres pour un discours politique qui est absolument injuste et alarmant. Et ça, en tant que citoyen, qu'on soit riche ou pauvre, c'est vraiment tout à fait inacceptable. Il va falloir suivre de très près dans les élections à venir quel est le discours porté sur les publics défavorisés et quel sort les attend. Donc là, moi je fais un appel à la responsabilité citoyenne. Vous avez tous chacun un pouvoir et il faut ne pas manquer d'interroger les gens autour de soi parce qu'on sait très bien que la qualité d'une société, la valeur d'une société s'évalue à la façon dont ses membres les plus fragiles sont traités. Et voilà, je vous encourage à montrer des valeurs de solidarité si ce sont les vôtres. Mais je crois qu'on va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup, Geneviève Defresne-Tardieu, d'être venue. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va changer complètement de thème. On parlera de la Corée du Nord avec une universitaire qui est spécialiste de l'histoire sociale contemporaine de la Corée et avec un metteur en scène qui crée au Volcan en janvier une pièce sur la Corée du Nord. Il a emmené toute sa troupe là-bas. Il est allé visiter le pays, enfin visiter entre guillemets. Et voilà, vous aurez donc un double regard sur un pays dont on entend parler que par les médias et dont on ne sait finalement peu ou pas grand-chose. Merci d'être venu et à très bientôt.